Bien, bonjour à toutes et tous. Ravi d'animer cette première table ronde. On va essayer de réchauffer un peu l'atmosphère avec un sujet sur la réglementation. Donc du coup, pour introduire le sujet, j'ai prévu quelques blagues. Je rôde mon one-man show à venir. Donc la première chose que je voulais faire, c'était vous parler de l'actualité déjà. C'est important. L'actualité n'est pas si déprimante que ça, parce qu'aujourd'hui est un jour très spécial. Je pense que c'est important de le mentionner. Je ne sais pas si vous le savez, mais le 11 octobre, c'est un jour très important. Ouais, c'est vrai. C'est 73 ans, c'est un bel âge. Donc, et puis c'est toujours notre personnalité préférée, quasiment. Donc, voilà. À la soirée d'hier soir, non, c'est suite à une longue passion pour Jean-Jacques Goldman depuis des années. Ah, il y avait un concert de Goldman, ah bah voilà. Bon, bah, je ne savais pas. Autre petite blague également. Bon, on va quand même se concentrer sur principalement une thématique aujourd'hui, la CSRD. Ce que je trouve pratique avec la CSRD, c'est qu'il n'y a pas de sujet. Est-ce que c'est le CSRD ou la CSRD? Question qu'on s'est beaucoup posée quand même avec le RGPD. Enfin, je ne sais pas s'il y a aujourd'hui des adeptes de le ou de la RGPD. C'est un peu comme le Wi-Fi, non? Ou la Wi-Fi, hein, on est d'accord? Bon, alors la seule chose, ça, il faut regarder quand même Internet pour en être sûr. Peut-être que vous connaissez quand même ce site, hein, lewifi.fr le dit bien. On dit bien le Wi-Fi. Hein, et il y a même une source qui confirme et qui dit lawifi.fr le dit, hein, on dit le Wi-Fi. Voilà. Donc vous pouvez aller sur lewifi.fr ou lawifi.fr, les deux sont d'accord, on dit bien le Wi-Fi. Voilà pour cette introduction quand même, et je pense que vous remarquez mes qualités donc de one man show. La prochaine tournée va commencer bientôt, j'annoncerai les dates évidemment. En attendant, je vais plutôt laisser la parole à nos invités. Ah non, parce que j'ai une dernière blague, oui voilà. Évidemment, en lien avec le Wi-Fi du coup. Air France confirme aussi qu'on dit bien le Wi-Fi. Donc, on est d'accord, on est bien sur évidemment les satellites de Starlink, dont la promesse est bien sûr de couvrir les zones blanches. Effectivement, on peut voir que Starlink couvre les zones blanches avec Air France, peut-être pas celles qu'on attendait. Corinne Lepage, je disais que c'était facile de taper sur l'avion, c'est vrai que je tombe dans la facilité, mais en même temps, c'est quand même assez questionnant, je dirais, quand on voit ce type de nouvelles. Mais au moins ce sera quand même mieux que dans le train a priori, donc n'hésitez pas à prendre l'avion, c'est ce que je peux vous conseiller. Allez, trêve de plaisanterie, donc on parle de responsabilité numérique des entreprises, de CSRD principalement avec nos invités. Donc en quelques mots, on va pas forcément revenir trop sur ce qu'est la CSRD. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont dites. On rappelle juste les obligations qui vont arriver. C'est janvier 2025 pour globalement les grandes entreprises de fournir les premiers éléments de reporting. Donc ça c'est tout de suite. Puis ce sera 2026 pour celles de plus de 250 salariés. Puis 2028 pour une tranche encore plus large. Mais en réalité, et c'est de ce dont on va parler un peu de l'effet domino, parce que finalement, même si ce sont que les grandes entreprises qui sont concernées dès maintenant, eh bien, les plus petites, qui sont les fournisseurs potentiels de ces entreprises-là, sont aussi concernés, et donc on va faire le lien avec ces sujets-là. Et l'enjeu, du coup, c'est de parler des leviers, des freins, de l'effet domino, des méthodes de comptage et des perspectives réglementaires futures, avec donc Adeline Agut, donc tu es présidente d'Iroko, la boîte email responsable et cofondatrice de Réseauphora, qui est un conseil en transformation écologique. Lise Breteau, tu es avocate au barreau de Paris sur les enjeux tech et environnement et chargée de plaidoyer Green IT, l'association. Afif Kadri, tu es donc directeur général de K-Inventory. Tu vas nous parler un peu de cette solution logicielle qui est en fait une émanation donc, du cabinet K-Technologies et Services que tu diriges depuis 16 ans. Et donc c'est une solution qui aide à lutter contre le gaspillage inhérent à la gestion de matériel ou d'équipement. Paul Le Dantec, c'est un co-compétiteur de Réseauphora. ECO, conseil cabinet spécialisé sur les enjeux de conseil en RSE et en particulier sur les acteurs de la télécommunication. Oui, c'est ça. Les infras. Et Marie-Céline Plourin, du coup, directrice RSE de OO Drive. Vous connaissez sans doute OO Drive, première suite collaborative européenne de confiance. On va commencer par, j'ai fait une actualité assez sympathique parce que je voulais vous mettre quand même un peu le sourire, mais en réalité l'actualité est pas si fun que ça, puisque une étude récente est sortie
sur le sujet de la RSE. C'est un cabinet qui s'appelle Bain & Company qui a sorti cette étude. Si vous voyez la courbe, c'est la courbe qui redescend assez violemment sur la prise en compte et sur l'importance accordée aux enjeux de sustainability par les décisionnaires en entreprise. Concrètement, vous le voyez, les priorités bougent un petit peu et donc l'inflation, l'intelligence artificielle, les inquiétudes sur la croissance et également le contexte géopolitique pose question. J'avais envie de vous faire réagir déjà par rapport à cette première image que je vous montre, l'une ou les uns ou les unes. Voilà. Vous, le sentiment que vous avez quand vous voyez ce type de graphique, ça correspond à des choses que vous constatez dans vos métiers, dans vos entreprises, ou vous avez le sentiment quand même que le sujet est toujours bien maintenu? Allez, Paul, si tu as le micro, vas-y. Écoute, moi, comme tu l'as dit, moi je suis dans le secteur des infrastructures télécom, donc souvent c'est un peu la boîte noire du numérique responsable, mais il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes qui travaillent sur ces sujets-là. Tu parlais tout à l'heure du satellite, j'ai vu une présentation de Starlink en début de semaine où il disait qu'il lançait 4 à 600 satellites par semaine et que tous les 5 ans il fallait les renouveler. Donc ça pose un sujet carbone, ça pose un sujet matière. En tout cas, moi j'essaie de m'atteler à réduire l'impact environnemental, social, sociétal, gouvernance de l'industrie des infratélécoms, et quand je vois ce qui se passe à côté, il y a d'autres projets pharaoniques comme les smart territoires qui vont consommer beaucoup de matière, beaucoup de carbone. Donc il y a un vrai sujet de cohérence en fait entre des grands enjeux de déploiement des réseaux et la prise en compte des réseaux actuels des aspects environnementaux. Moi ce que je constate sur le secteur quand même, c'est qu'il y a une dynamique croissante, particulièrement sur les réseaux grand public, j'aurai l'occasion d'en reparler après, mais c'est souvent drivé par la réglementation, par les clients et par les investisseurs. Donc aujourd'hui, une banque ou un investisseur qui dit moi je fais le deal où je te passe de l'argent uniquement si tu as une démarche RSE, il se lance dans une démarche RSE. Après, ce que je constate aussi, c'est quand il se lance dans une démarche RSE, finalement ça éveille les consciences. Le fait de faire de la sensibilisation, des fresques, des choses comme ça, ça implique les salariés, ça implique les dirigeants. On entend souvent parler au début de greenwashing, ouais, tout ça c'est de la foutaise, on se concentre pas sur les choses essentielles, ou alors de toute façon on sait qu'on est sur un métier qui est pas très green, donc bon, foutu pour foutu, on y va. Et finalement, en creusant, on se rend compte qu'il y a des leviers d'éco-conception, on peut faire peut-être un peu mieux, voire beaucoup mieux, et c'est plutôt ça qui est enrichissant dans mon métier aujourd'hui. Merci. Marie-Céline, quand on est au sein de l'entreprise, comment on ressent en fait ce mouvement, ce type de courbe? Il y a aussi ce schéma que j'aime bien là, dans l'étude de Bain Company qui dit qu'on serait un peu dans le flow of disillusionment, donc cette idée qu'on serait à un moment donné où il y a eu l'enthousiasme et puis ça retombe pour diverses raisons. Sur la RSE ? Sur la RSE de manière générale. Ouais. Sur le premier graphique, aucun rapport d'étonnement de ma part. Puisque je trouve que c'est beaucoup plus enthousiasmant, je me mets dans la peau des dirigeants, de travailler sur l'IA, c'est plus facile. L'inflation aussi, on est en maîtrise, versus la RSE dont on n'a pas forcément la bonne définition et on n'en voit pas tellement l'intérêt et la complexité. Donc, pas de rapport d'étonnement sur ce point-là. Et ensuite, l'enthousiasme, oui aussi, s'il y a un début de prise de conscience sur « Ah, mais la RSE, je l'appréhende positivement parce que j'y vois tout de suite les gains que je vais avoir, facile, mon image, l'adhésion des collaborateurs, l'image employeur, 2-3 trucs fun, excusez-moi pour le mot, mais qui vont mettre un peu d'ambiance et qui vont me donner moi une bonne image quand j'interviendrai dans certaines conférences. Donc, je peux comprendre qu'il puisse y avoir un pic d'enthousiasme. Et après, si on est confronté à la réalité de ce qui est attendu, globalement, ça fait dire à Marie-Céline. Oh really? J'ai demandé à chacun de mes invités de choisir une image pour la conférence et donc Marie-Céline a choisi celle-ci pour illustrer effectivement cette incompréhension quelque part de la RSE. C'est l'histoire de ma vie en fait. Tu m'as demandé une image. À chaque fois que je parle à un dirigeant, quel que soit son métier, et que je lui explique
ce qu'implique la RSE dans sa réalité, qu'il soit DAF, DG, directeur R&D, etc. Sa réaction, c'est « Non mais je n'avais jamais vu ça comme ça, vraiment, c'est ça qu'on attend de moi ». Oui, la RSE consiste à questionner la durabilité de son business et de son modèle d'affaires. Donc de se poser la question si on sera encore présent dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, si on continue d'opérer de la façon suivante. Et donc déjà, voilà, c'est déjà plus délicat et chatouilleux comme question et approche. Justement, on va plonger un peu dans le sujet. Sans passer trop de temps à expliquer ce qu'est la CSRD, quand même, je trouve que c'est quand même bien d'apporter les éclairages de manière un peu concrète aussi, face à un sujet qui peut paraître un peu flou parfois. Tu parles d'un enjeu, effectivement, de se poser la question de quand est-ce qu'on sera là encore dans 5-10 ans. On reviendra sur est-ce que la CSRD amène vraiment ça. Avant cela, en fait, si on essaye d'expliquer, alors je me suis permis de reprendre une petite citation de toi. Si j'arrive à être sur la bonne slide, moi aussi niveau technique ça... Voilà. Tu disais, tu m'as dit, puisque c'était une interview que j'ai menée avec toi, par exemple l'eau va être un facteur important pour nous, donc chez OO-Drive. Nous en prélevons pour les besoins de notre activité, c'est la matérialité d'impact, et si l'eau vient à manquer ou s'il y a un conflit sur l'eau, cela peut mettre en péril notre activité, c'est la matérialité financière. Tu peux nous réexpliquer donc ce principe d'analyse de double matérialité et puis du reporting qui est à faire derrière ? Pour l'anecdote, entre guillemets, donc pour identifier si un enjeu est matériel, il faut faire donc une étude de matérialité, donc questionner tout son écosystème. Il faut savoir que quand on a mené l'exercice où on a interrogé toutes nos parties prenantes, l'eau, on est dans la tech, n'est pas ressorti comme un enjeu matériel de toutes nos parties prenantes. C'est nous qui l'avons remonté, en connaissance de cause, comme un enjeu matériel. Dit autrement, si on n'a pas d'eau, notre business ne peut pas perdurer, donc, ou sera largement impacté, donc la dimension financière. Je crois, Rémi, que j'ai un peu oublié ta question. Réexpliquer un petit peu le principe de la matérialité, enfin de l'analyse de double matérialité. Ah d'accord, oui. Alors, c'est le début de toute la CSRD. Et ça, c'est formidable, parce que je tiens à préciser que je ne suis pas passionnée par les tableaux Excel, plus que ça, quand on pense à la CSRD, on se dit, mon Dieu, ça va être formidable pour les data scientists et contrôle de gestion, pas du tout. Mais le début de tout avec la CSRD, c'est de faire cette étude de double matérialité. Et donc, il va amener toute l'entreprise, et je dis bien toute l'entreprise, à se questionner sur la dépendance qu'elle a vis-à-vis des écosystèmes naturels. Et ça, c'est fondamental de se dire, mais on n'a jamais valorisé que ce soit les métaux, l'eau, les bienfaits de la nature dans son business model. D'accord ? Et donc, quand on fait une étude de matérialité, on se pose la question de si cette ressource ne vient plus à être disponible, est-ce que ça va impacter ou pas mon business? Donc, quelle est ma dépendance, mais aussi quel est le risque financier à qu'il y ait une dégradation de cet indicateur environnemental et ou social. Il n'y a pas que... Voilà. Et en fait, ça nous fait une matrice, quelque part, des enjeux qu'on doit traiter prioritairement. Dit autrement, ce sur quoi doit absolument se concentrer l'entreprise pour la pérennité de son business, mais on peut le voir aussi autrement, parce que c'est sur ces leviers-là, ces enjeux-là qu'elle a le plus de pouvoir d'action. Et donc, ça va vraiment reconcentrer les énergies et les forces des entreprises, ce sur quoi elles ont le pouvoir d'agir dans leur propre intérêt. Et donc, ça c'est pour la partie analyse de double matérialité. Et puis derrière, il y a le reporting. Donc là aussi, j'ai mis une petite image qui reprend un peu les différents ESRS. Alors c'est là qu'on commence à avoir touché la complexité de la CSRD. Pour chacun de ces ESRS, c'est quelques centaines d'indicateurs à chaque fois que les entreprises doivent essayer de compléter. Oui, alors ça, je vais détendre les épaules de tout le monde rapidement, parce qu'effectivement, quand on voit le premier grand fichier Excel de l'EFRAG, vraiment, on se dit, mon Dieu, je ne vais pas survivre. Mais en fait, il faut déjà savoir que sur ces 1200 data points, il y en a 70 qui sont qualitatifs. Donc c'est déjà, on ne va pas tout compter. Bon. Après, on ne sera pas obligé de reporter, surtout si ce n'est pas pertinent pour son secteur d'activité, on ne le traite pas. S'ils ne sont pas identifiés comme matériels, ce que je viens d'expliquer, un enjeu indispensable pour la durabilité de son business, on ne sera pas obligé de le reporter non plus. Et surtout, on sera dans une démarche de progrès, parce que parfois on va avoir des indicateurs, typiquement l'eau nous concernant, parce que nous on va être assujettis sur l'année prochaine,
on part de rien en fait. Donc on va devoir apprendre à compter. Je vais devoir apprendre à aller demander à mes fournisseurs, s'il vous plaît, déjà qu'on se bat sur certaines autres données. Alors, est-ce que je peux avoir une donnée sur l'eau? Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi? Et donc on va, sur certains indicateurs comme ça, prendre du temps. On aura sur certains 3 ans pour donner des données robustes et non contestables, j'ai envie de dire. Donc oui, on va devoir compter beaucoup de choses, mais après il y en a qui sont évidentes aussi. Typiquement sur le volet social, ce que l'on fait sur les personnes en situation de handicap, les écarts de rémunération. Il y en a plein qui sont déjà normalement un peu, j'ai envie de dire, dans les tuyaux ou dans les fichiers Excel des DRH ou des directions RSE. Mais surtout, ça va amener à voir ces indicateurs comme un outil, encore une fois, de durabilité, de dire on les verra autrement. Voilà. Adeline, ton point de vue sur le sujet, et là on vient d'expliquer le côté comptabilité entre guillemets qui est assez important, mais on sait que l'enjeu en fait de la CSRD c'est aussi d'avoir un effet transformatif. Alors la question c'est est-ce que on va vraiment finalement aller au-delà du simple comptage, et je pense que la question peut se poser au vu de quelque part peut-être la complexité apparente qu'on essaye de démystifier en tout cas au fur et à mesure, mais c'est quoi aller au-delà de l'effet, enfin de cet effet de comptage, je dirais. Alors, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Marie-Céline, sur le fait que, alors il y a effectivement ce tableau avec 1200 points de données qui apparaît extrêmement effrayant à premier abord, mais la CSRD, enfin l'esprit de la CSRD, c'est vraiment pas du comptage, c'est vraiment venir questionner la relation entre le modèle d'affaires, le business, la création de valeur, et puis les enjeux de durabilité. Et donc à ce titre, la CSRD interroge aussi beaucoup effectivement sur des questions très qualitatives. Elle interroge beaucoup la gouvernance des sujets de durabilité, elle interroge à quel niveau dans l'entreprise, à quel niveau hiérarchique dans l'entreprise ces sujets sont traités, quels sont les moyens humains, financiers qui sont mis derrière ces plans d'action, etc. Donc on n'est vraiment pas du tout sur une optique cocher des cases dans un tableau Excel, on est vraiment sur l'idée de demander aux entreprises de raconter comment est-ce qu'elles gèrent ces enjeux de durabilité et comment est-ce qu'elles se projettent en fait dans l'avenir et comment est-ce qu'elles comptent devenir des entreprises durables et résilientes et comment est-ce qu'elles comptent effectivement être encore là dans 5 ans, 10 ans, 15 ans peut-être. Donc oui, il y a de la donnée à faire remonter, mais il y a aussi beaucoup de qualitatifs et il y a aussi beaucoup d'histoires, de projections, de trajectoires en fait à raconter. Pourtant, je vais peut-être me tourner vers Paul. Il y a notamment quelques articles récents qui sont passés sur le sujet. Sur l'AEF Info, vous avez Alexandra Palt, président de WWF, qui à propos de la CSRD a déclaré « Nous sommes passés directement de cette absence de vision à du contrôle de gestion. Cela ne fait rêver personne. » Et elle réagit globalement à l'étude aussi de Bain Company pour dire c'est une des raisons aussi pour laquelle la RSE finalement est un peu en baisse. Paul, qu'est-ce que tu en penses en fait par rapport à cette phrase-là? Tu en as encore avec ça, où tu rejoins aussi la vision d'Adeline qui dit en fait il faut plutôt on devrait voir le côté transformatif plus facilement. Alors moi ce que je vois c'est plusieurs profils d'entreprises. Il y a des entreprises qui sont convaincues, avec des responsables RSE qui sont déjà engagés, qui se renseignent et qui comprennent que la CSRD notamment c'est un vrai outil de pilotage et de durabilité. Que c'est aussi un outil d'alignement avec les parties prenantes. On disait il y a une façon de prendre conscience en tant qu'entreprise comment on peut être plus durable, mais aussi c'est une source d'opportunité. Quand on fait une matrice de double matérialité, on se rend vite compte que on est super désaligné avec nos clients, nos fournisseurs sur certains sujets qui sont essentiels. Là où un dirigeant va se dire tiens ce sujet il est essentiel pour moi donc c'est ça ma stratégie et c'est ça mon cap, on voit en faisant la matrice de double matérialité que c'est pas forcément l'avis de ses clients par exemple. Donc tout en ayant une approche vertueuse on peut avoir des opportunités business durables. Donc ça c'est plutôt pour ceux qui sont convaincus. Le gros de la bande c'est quand même ceux qui sont pas convaincus, qui voient ça comme une contrainte. Et là, y a beaucoup d'acculturation. Donc évidemment, la réglementation aide, parce que quand tu es obligé de le faire, t'y viens. Mais la plupart des acteurs, ils vont à reculons. Et en particulier, ceux qui ne sont pas concernés directement. Donc je ne sais pas si on va y venir après sur le ruissellement, mais aujourd'hui quand on parle à une entreprise, ils n'ont absolument aucune idée qu'ils vont être concernés par la CSRD de leurs clients.
Et quand on leur parle CSRD, évidemment, ils voient ça comme un monstre ou un reporting de plus, sachant qu'ils en ont des tas d'autres à faire à côté. Et je parle même pas de tous les questionnaires qu'on leur envoie pour faire une double matérialité, ils en ont marre des questionnaires. Alors, on va voir effectivement l'effet domino après. Avant cela, peut-être, Lise, par rapport à ce qui est expliqué ici, on voit aussi que un des enjeux, quand même, c'est la ressource, l'expertise en fait, qu'il faut, on va dire, pour analyser un certain nombre de choses. Il me semble que c'est un sujet, c'est un sujet qui te questionne, comment en fait on va pouvoir avoir autant d'expertise. Est-ce qu'une entreprise est capable d'avoir autant d'expertise, d'une part pour collecter, mais aussi pour analyser finalement, c'est qu'est-ce qu'on va faire finalement de l'ensemble de ces données qu'on a collectées. Oui, en fait, on se place dans une approche où on doit faire des analyses de risque. On doit déjà remonter des données, donc savoir quelles données on veut collecter. Marie-Céline le disait à l'instant, si on n'est pas au courant qu'il faut faire attention à l'eau et qu'aucun de nos fournisseurs ne nous en parle, on peut tout à fait pêcher par omission et de toute bonne foi. Donc comment on fait déjà ? Il faut déjà avoir une expertise en amont, ou en tout cas avoir une certaine conscience, d'où l'importance de la sensibilisation, pour pouvoir déjà démarrer sur une bonne base. Après, on a différentes personnes qui vont intervenir dans la chaîne de l'audit de durabilité, à savoir notamment l'organisation assujettie, tout son écosystème autour, et aussi ces tiers, les tiers vérificateurs, qui peuvent eux-mêmes faire appel à des experts. Donc on a toute une série d'intervenants en fait, qui vont soit avoir déjà connaissance de certains enjeux, soit pas du tout, parce que les grandes entreprises de commissariat aux comptes ou les grandes entreprises qui se positionnent en tant que OTI, donc organisme tiers certificateur, est-ce qu'ils ont réellement une compétence et une expertise sur le numérique responsable, par exemple, vu qu'on parle de numérique responsable aujourd'hui. Eux ont le droit de faire appel à des experts. Donc mesdames et messieurs les experts dans la salle, manifestez-vous. Il y a une vraie expertise, un vrai besoin d'expertise pour savoir quelles données on collecte, comment on analyse le risque dans tel ou tel secteur, et sachant que le numérique il est complètement transindustriel, on sait qu'il est présent partout. Donc est-ce qu'on va avoir les bonnes personnes aux bons endroits qui sauront poser les bonnes questions ? Merci. Avant de justement continuer, et je passerai la parole à Afif après, justement sur comment globalement on peut mieux collecter sans faire d'erreur par omission potentiellement, et comment peut-être le numérique peut être une aide. Avant cela, on va revenir un tout petit peu et reprendre un tout petit peu de hauteur avant de vraiment descendre dans le sujet sur ces fameux effets dominos et en quoi finalement effectivement l'ensemble des entreprises devraient être soucieuses de la CSRD, et pour ça je vais redonner le micro à Adeline, et l'image que tu as choisie c'est un article de Ouest France qui justement en fait parle aussi de ces entreprises qui par rebond sont impactées par la CSRD, et pour qui en fait c'est pas forcément si simple, et en même temps il y a un certain enjeu. Tout à fait. Alors, désolé, c'est un peu moins fun que Mr Bean, ce que je vous propose. Un des sujets clés, on l'a dit avec la CSRD, c'est l'importance qu'elle accorde à la chaîne de valeur des entreprises. Donc les entreprises ne sont plus tenues pour responsables, pour comptables de ce qui se passe uniquement dans leur périmètre propre, mais elles sont tenues aussi de s'intéresser à ce qui se passe sur la chaîne de valeur, donc amont, c'est-à-dire la supply chain, et puis aval, c'est-à-dire l'utilisation des biens ou des services qu'elles produisent. Et donc elles vont devoir faire leur reporting sur l'ensemble de cette chaîne de valeur, et la conséquence de tout ça, c'est qu'elles vont devoir du coup demander des informations à leurs sous-traitants de rang 1 qui eux-mêmes vont devoir demander des informations à leurs sous-traitants, etc., etc. Et donc on a du coup effectivement cet effet domino qui se fait aujourd'hui. On le voit aussi aujourd'hui beaucoup pour le carbone, principalement pour le sujet carbone qui est le plus mûr de tous les sujets, enfin le plus mature. Mais il est à prévoir que ça va arriver pour les autres sujets, aussi bien environnementaux, donc l'eau par exemple, la biodiversité, etc., puis sur les sujets sociaux également. C'est une question que j'avais. Pourquoi finalement aujourd'hui la CSRD finalement implique de s'intéresser au-delà du carbone? Pourquoi aujourd'hui finalement le focus est fait quand même que sur ce sujet? Alors plusieurs réponses à ça. Il y a le
premier sujet qui est l'analyse de matérialité qu'on doit faire et qui vise donc à identifier les sujets importants pour l'entreprise. Il se trouve que la CSRD a fait le choix de rendre le sujet carbone, climat, matériel par défaut. Donc, dans tous les cas, les entreprises doivent faire leur reporting sur le sujet carbone. Les autres sujets environnementaux, donc la biodiversité, l'eau, les pollutions, etc., remontent au gré des résultats des analyses de matérialité, avec du coup plus ou moins de succès, on peut dire, suivant les entreprises. Donc le carbone est un sujet puisqu'il est de toute façon obligatoire et on peut s'attendre à ce que les autres sujets émergent au fur et à mesure que la maturité en fait des entreprises augmente sur le sujet. De fait, on a un exemple parfait d'entreprise impactée par la CSRD sans y être soumise chez OO-Drive. Enfin, c'est toujours le cas pour l'instant. Nous, on n'est pas soumis là sur l'exercice janvier 2025, mais on le sera sur janvier 2026. Donc l'année 2025 va être CSRD partie. Mais déjà aujourd'hui, quels sont les impacts qui transparaissent, on va dire, par rapport au fait que vous travaillez pour des grandes entreprises, notamment des comptes du CAC 40, qui vous demandent certaines choses? On a vu arriver au fur et à mesure les questions classiques, effectivement, du carbone et sur le scope 3. Pour ceux qui connaissent, il faut couvrir 1, 2 ou 3, donc ils ne nous demandaient pas en option. C'était donc de tout de suite rendre compte de l'usage de nos solutions en détaillant scope 1, 2 ou 3. Donc là, c'est un petit exercice aussi de notre côté, de savoir compter ça précisément sur l'usage de la solution. Après, le salaire descend aussi. Par exemple, typiquement, dans la dimension sociale, on questionne sur quel est les niveaux de revenus. Donc, quand on est en France avec un cadre assez carré légalement, ça peut surprendre, mais donc on a eu ces cascadings. Dit autrement, on a vu arriver des pré-questionnaires où on voyait bien, on appelle ça les ESRS ou les data points, là, précisément traduits en question sur la chaîne du fournisseur. Et on se retrouve dans certains à devoir nous aussi cascader, confère l'eau. Quand on m'a demandé une visibilité sur l'eau, j'étais en maîtrise de mes robinets, mais pas de tout ce qui se passe dans les data centers. Donc il y a vraiment un effet boule de neige. Et aussi un peu, et moi j'aime bien cette dimension-là, je suis très à l'aise avec ça, le pouvoir du donneur d'ordre, c'est-à-dire on est un donneur d'ordre et donc de dire cette donnée est importante pour moi, donc je vous invite à vous questionner aussi. J'attends que vous me rendiez compte. Ok, vous n'êtes peut-être pas prêt, mais mettez-vous en ordre de marche pour que vous le soyez d'ici 1 an, 2 ans, etc. J'aime bien cette dynamique-là. Merci. On va passer à un thème suivant. On a parlé justement de l'effet domino, on a parlé un peu des enjeux globaux. On va s'intéresser à finalement comment bien compter, même si on l'a compris que c'était pas que le seul enjeu de la CSRD. Et je pense qu'encore une fois, avoir à l'esprit que la CSRD a un enjeu transformatif et que l'objectif c'est de s'intéresser au fond du sujet et pas juste la forme, c'est assez essentiel. Mais donc pour la forme, il faut compter. Et en même temps, ça aide à prendre certaines décisions. Le numérique peut être une aide et donc que chez toi, Afif, vous avez justement réfléchi à ce sujet sur comment le numérique peut être un objet utile finalement au comptage de ces impacts. Oui, déjà je rejoins aussi mes collègues par rapport à la courbe que tu as montrée au départ. Effectivement, pour faire bouger les lignes, la réglementation, personnellement je pense que c'est la base. Après, ce qu'on voit, c'est que si les grandes entreprises y voient un intérêt en termes d'efficacité et d'économie, bien sûr qu'elles s'y mettent d'elles-mêmes, et sinon ça bouge pas forcément au rythme où ça devrait bouger. Alors une petite note positive, c'est que moi ce que je constate, c'est que d'un point de vue opérationnel, les personnes avec qui on discute dans les grandes entreprises qui viennent d'une plus jeune génération ont cette prise de conscience aussi peut-être plus naturelle et ont à l'esprit cette envie de réduire le gaspillage qu'ils peuvent constater quand ils arrivent en poste. Nous, effectivement, on est sur la partie traçabilité de matériel dans les entreprises et voilà, notre combat, c'est d'accompagner les sociétés pour leur permettre de mesurer concrètement ce qu'ils ont à disposition. Les grandes entreprises savent ce qu'elles achètent, mais à un moment donné, elles perdent la trace de ce qui vit chez eux, donc elles ne gèrent pas bien le cycle de vie, du coup elles ne gèrent pas bien le recyclage, il y a des achats inutiles, etc. Donc notre outil vient fiabiliser ça. Et en termes de reporting, les grosses difficultés qui sont constatées à l'aide de fichiers Excel, effectivement ça devient compliqué pour faire des reportings qui sont souvent aussi des informations qualitatives et du coup pas
pas nécessairement précises, mais la difficulté quand les informations sont pas précises, c'est que la mesure ne permet pas forcément de s'améliorer. Et quand même, la finalité, ça reste aussi, bien sûr, d'un point de vue gouvernance, de s'améliorer, mais aussi de se fixer des objectifs concrets pour limiter et réduire le gaspillage dans les entreprises. Donc c'est un peu ça notre cheval de bataille. Voilà. Alors, Afi a fait une erreur en préparant cette table ronde, c'est qu'il n'a pas trouvé d'image. Désolé. Du coup, il a pris le risque de s'exposer à une image non choisie. D'accord. Je savais pas. Donc je vais avoir Merci. une image un peu provoque. Ok. Et moi, je me suis beaucoup posé la question, c'est finalement, est-ce qu'on peut exercer sa responsabilité numérique avec plus de numérique finalement? Et donc ma question, c'est comment on... J'ai peur là. Voilà, comment est-ce qu'on peut essayer d'éviter un petit peu le solutionnisme technologique et apporter de la complexité là où peut-être on peut résoudre le problème simplement? Alors aujourd'hui le simplement c'est des fichiers Excel. Donc, je vous laisse juger si c'est simple de travailler à plusieurs sur des fichiers Excel et est-ce que c'est plus efficace voilà. Quelques réactions. Comment vous travaillez sur ces sujets pour les autres personnes de l'Assemblée? Marie-Céline, oui. Les reportings RSE. Oui, à ce jour, il y a beaucoup de fichiers Excel, même dans beaucoup d'entreprises. Et typiquement, la CSRD a fait émerger d'ailleurs des solutions de logiciels pour aider à suivre et de manière plus régulière. Typiquement, les bilans carbone, si on prend encore une fois le bilan carbone, on ne devrait pas parler que de ça, mais les entreprises font leur bilan peut-être tous les 2 ans, ou certaines tous les ans, alors qu'il faudrait le suivre peut-être parfois de manière trimestrielle. Donc forcément, il va falloir s'outiller, sinon là, on va perdre beaucoup de gens si on fait tous sur des fichiers Excel tout le temps. Et alors peut-être pour justement s'outiller d'une part, peut-être aussi pour commencer simplement, et c'est peut-être une question qu'on peut aborder, par où commencer? D'ailleurs, je crois que j'ai encore une autre image un peu rigolote. J'ai beaucoup d'images rigolotes. Ah oui, voilà. Les entreprises essayent d'intégrer cette idée de la transition dans leur business model, mais c'est compliqué. Elles ne savent pas où commencer. Paul, toi tu dis en fait globalement ce qu'il faudrait c'est sans doute commencer par des choses un peu simples et faire dans les règles de l'art, mais de limiter le nombre d'enjeux matériels comptabilisés quand on commence. C'est une bonne piste et en quoi, est-ce que c'est une bonne piste, mais est-ce que ça répond aussi finalement aux obligations des entreprises? La CSRD c'est hyper cadré au niveau des ESRS etc sur la façon de reporter et je pense qu'il faut suivre cette règle du jeu pour apprendre à l'utiliser. Par contre il y a une certaine liberté sur où tu places la matérialité et c'est là où ça me semble essentiel de la placer assez haut de manière à travailler sur les enjeux les plus importants déjà pour un premier ou un deuxième exercice en particulier pour des sociétés qui sont pas forcément des grandes sociétés. Tu parlais tout à l'heure d'un seuil à 250 salariés, c'est pas le seul seuil. Moi aujourd'hui, j'ai des entreprises dont des data centers, ils ont que 50 salariés, mais il y a un tel chiffre d'affaires et un tel résultat qui sont concernés par la CSRD. Donc ça c'est un point qui me semble essentiel. Après, l'autre sujet, c'est que quand on accompagne ces entreprises en tant que consultant, ça me semble important d'avoir une expertise sectorielle. On peut parler des outils. Moi-même, je suis encore en recherche, je travaille beaucoup sur Excel. Sur du bilan carbone, on a des outils aujourd'hui qui sont assez matures, mais qui sont des outils génériques. Moi, j'ai une démarche très sectorielle. Par exemple, là, je viens de terminer un bilan carbone sur un réseau FTTH. Clairement, si j'utilise même le fichier Excel de la méthode bilan carbone de l'IFC, j'y retrouve pas forcément mes petits. Donc j'ai besoin de faire des choses un peu plus spécifiques. Donc je discute avec des éditeurs de logiciels pour savoir si on peut venir mettre des petits plugins spécifiques. Et donc on va voir. Pour l'instant, on est assez peu avancé. Après sur les outils de la CSRD, aujourd'hui on est assez peu mature. Donc partir sur des outils, évidemment que tous les éditeurs de logiciels sur le carbone vont sur la CSRD et ont déjà des solutions aujourd'hui, principalement sur la collecte. Après, est-ce que c'est urgent d'avoir un outil aujourd'hui? Pas forcément sur les premiers exercices. Ce qui me semble vraiment le plus urgent, c'est de travailler, enfin en tout cas c'est mon cheval de bataille, donc je vais pas vous dire le contraire, mais c'est de travailler avec des consultants qui sont experts sectoriels. Faut pas penser que les consultants qui accompagnent sur la CSRD sont juste là pour aider au niveau de la méthodologie. Ils doivent vraiment comprendre le business et le métier de l'entreprise qu'ils accompagnent pour pouvoir les guider correctement. En tout cas, c'est mon avis.
Merci. On va passer à un dernier thème qui est plus sur les orientations de la régulation demain pour un numérique plus responsable et plus globalement pour des entreprises plus responsables. Donc je vais me tourner vers Lise, bien sûr. Donc il y a beaucoup aujourd'hui de choses qui se passent et ça c'est ton point de vue. En même temps, je pense c'est un constat, c'est qu'il y a beaucoup de réglementations qui naissent, que ce soit au niveau France ou au niveau européen. Le risque peut-être, c'est que les entreprises finalement ne voient qu'un millefeuille de contraintes et finalement ont du mal à s'en emparer parce que y a une difficulté de compréhension. Est-ce que toi tu vois des moyens d'éviter ce biais-là ou pas à l'heure actuelle? Alors, déjà, oui, la réglementation de toute façon de base est toujours vue comme une contrainte. Ça, très clairement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à faire avancer les choses. Enfin bref, je ne vais pas digresser, mais oui, la réglementation est toujours vue comme une contrainte. Ça peut être une contrainte saine qui crée des nouvelles opportunités, mais pour ça, il faut justement devenir un petit peu mature sur la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation. J'ai des tas d'exemples, notamment le RGPD. Ça a été vu comme une contrainte absolument épouvantable au début. Les clients ne voulaient pas s'y mettre et ils ont attendu la dernière limite pour commencer à bosser dessus. Et après, ils se sont rendus compte que oui, ça pouvait devenir intéressant. Donc, on va assister à ça à peu près avec toutes les grandes réglementations, on va dire. Après... Mais c'est pas ta question. Si je peux me permettre. Je te laisse digresser un petit peu. Voilà, merci. Moi, le risque que je vois aujourd'hui, surtout, parce que j'accompagne à la fois des clients, des organisations sur leur IT classique et sur leurs enjeux un peu de sustainability. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une espèce de dissonance dans la réglementation entre en tout cas, les politiques publiques, les réglementations qui s'enclenchent, entre des choses qui sont très orientées développement, croissance de l'IT, croissance des projets et notamment l'intelligence artificielle aujourd'hui. On a un projet de loi simplification qui va revenir, qui a été un peu enterré à cause de la dissolution, mais ça va revenir, et qui permet de déroger aux règles environnementales pour installer des usines d'IA, grosso modo. Alors, on veut quoi en fait ? Et à côté de ça, on a de la CSRD qui va nous dire attention, il faut évaluer vos risques environnementaux, etc. Alors, en fait, donc, on a une dissonance énorme parce que qu'est-ce que vous faites si vous profitez de cette opportunité donnée par la réglementation pour installer une usine d'IA, mais que derrière, vous devez la reporter comme un risque et qui va peut-être faire un peu abaisser un peu votre cote auprès des investisseurs potentiels. Donc, et on est dans cet état-là, en fait, aujourd'hui dans la réglementation. Mais dans le monde en général, la réglementation n'est que le reflet des tendances contradictoires économiques et socio-économiques. Donc voilà, moi c'est le gros paradoxe que je vois aujourd'hui dans la réglementation. Tu voulais digresser pour parler de l'image que tu m'as donnée, c'est ça ? Ouais. Voilà. Qui est celle-ci ? Your storage is almost full, delete more bees. Pourquoi finalement, enfin, si tu peux l'expliquer un peu plus, en fait, en fait, oui. Par rapport à ces réglementations, c'est un peu dire. Enfin, ça, c'est un petit peu. Comment dire ? J'aime beaucoup cette image parce qu'en fait, elle montre aussi l'absurdité parfois de certaines initiatives où on va delete more bees pour essayer d'améliorer les choses, alors que en fait pas du tout. Enfin, au contraire, c'est pas du tout les abeilles qu'il faut supprimer actuellement. C'est surtout pas ça. Donc c'est des faux leviers, en fait, des fausses croyances. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'expertise. C'est que parfois, et on le voit dans les politiques publiques ou dans les réglementations, parfois on actionne des mauvais leviers qui vont aggraver la situation et qui vont vraiment qui peuvent rendre la situation vraiment problématique. Je parlais à l'instant du projet de loi simplification. Bon ça risque d'aggraver la situation très clairement et on est pris dans cette énorme dissonance parce que tout le monde veut faire de l'IA, tout le monde trouve ça hyper magique, mais en même temps on sait tous que ça va poser vraiment des énormes problèmes et on n'arrive absolument pas à articuler les choses aujourd'hui. 3 fois rien. Voilà. 3 fois rien le problème
a priori. Et j'arrête parce que je... voilà. Ouais, mais non, mais je trouve ça intéressant. Je montre juste un graphique qui montre aussi dans une dernière étude la problématique de l'augmentation en fait de la consommation globale de l'IT dans les entreprises qui se profilent avec l'IA générative. Je sais qu'en préparant cette table ronde, Marie-Céline, c'était aussi une inquiétude que tu avais d'exprimer. Est-ce que finalement, il n'y a pas un risque de passer à côté? Est-ce qu'on ne va pas faire parler la donnée en fait en fonction de ce qui nous arrange? Et puis finalement, la CSRD va louper sa cible. Bon, c'est mon côté non naïf sur la RSE depuis 16 ans. Donc, pourquoi je pose cette question? Enfin, j'ai vu, moi, les reportings RSE des grands groupes, la DPEF, etc., où les indicateurs étaient ceux qu'on choisissait, ceux avec lesquels on était à l'aise, ceux où on pouvait voir des progrès et on pouvait faire parler les chiffres un peu selon ce qui pouvait... C'est pas très sympa ce que je dis, mais ce qui pouvait nous arranger ou ce dont on pouvait être fier. Le point positif de la CSRD, c'est que, en gros, ça dit on veut cette donnée-là calculée de cette façon-là. Donc, ça lèvera certains loups, j'imagine, dans certaines entreprises et on pourra normalement vraiment comparer. Mais mon côté un peu lucide, parfois des choses quand même, où se pose la question de sera-t-il quand même possible ou pas de s'arranger un peu avec ces chiffres imposés par la CSRD? Vous allez dire, mais elle vient de dire le contraire il y a 2 secondes en disant que la CSRD donnait un cadre très précis. Mais je m'interroge sur la capacité des entreprises à être créatifs pour s'adapter un peu dans cette réglementation. Je ferais bien réagir à FIF, à ça, et puis Adeline également. À FIF, d'abord, toi, par rapport à ce sujet, est-ce que tu as le sentiment que ce soit par l'outil ou par rapport à la volonté des entreprises, on arrive à dégager des chiffres qui sont significatifs, ou est-ce qu'on arrive à s'arranger avec la réalité? C'est des cellules à compléter. Donc au final dans les chiffres, donc c'est-à-dire que la réalité elle est la preuve de la réalité. Je sais pas après comment elle est fournie derrière. Enfin ce qu'on voit, c'est que les personnes opérationnelles, celles qui manipulent le matériel, qui le mettent à disposition, je parle pas de tout le scope bien sûr, mais sur la partie équipement, ce sont eux qui au final vont faire en sorte que tel matériel soit vraiment utilisé jusqu'au bout, que tel matériel ne soit pas perdu et reste, parce qu'on a vu parfois des serveurs achetés pas utilisés pendant 3-4 ans et la personne repasse et se dit il faudrait peut-être le recycler. Donc il y a tout ce gaspillage et du coup la finalité, on va dire, de ces reportings, ça reste quand même d'améliorer on va dire le côté opérationnel. Donc Adeline, pour un mot de fin, parce qu'on arrive à la fin de cette table ronde, entre ce questionnement de Marie-Céline ou cette vue plus factuelle de la FIF, comment toi tu vois les choses par rapport à ce que tu apportes en conseil, et aussi pour terminer, je veux bien un petit mot positif aussi pour rappeler que la CSRD a quand même de belles vertus, je pense, je crois. Exactement. Moi, je vais venir ce sujet de chaîne de valeur, en fait. C'est une tendance assez lourde de la réglementation en ce moment. Corinne Lepage le rappelait en introduction, il y a la CSRD, il y a aussi la CS3D, donc la directive sur le devoir de vigilance des entreprises, qui va donc vraiment obliger les entreprises à s'intéresser à ce qui se passe sur leur chaîne de valeur et à en être tenues comptables en quelque sorte. Et la chaîne de valeur, c'est pas que la supply chain, c'est aussi la chaîne de valeur aval, c'est-à-dire les usages des biens et des services des numériques, et donc la finalité de ces biens, de ces services numériques. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui on questionne peut-être pas suffisamment, quelque chose qu'il faudrait questionner un petit peu plus. On est encore dans un paradigme au final où la numérisation est considérée comme bénéfique par défaut. Mais je pense qu'on sera tous d'accord, si aujourd'hui on optimise une IA pour qu'elle consomme moins d'énergie et puis que cette IA sert in fine une major pétrolière pour extraire plus de pétrole, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on s'est un peu trompé de combat, voilà, pour reprendre une image qui est pas mal tournée dans les médias. Donc cette tendance, on va dire, de la réglementation à questionner la chaîne de valeur, à mon sens, devrait se poursuivre, et il faudrait aller justement là. Se poser la question des usages, des finalités, c'est poser un peu des questions qui grattent, pour reprendre les mots de Tristan. Mais je pense qu'il faut aller poser ces questions, et que si elles grattent, c'est probablement parce que ce sont de bonnes questions. Donc il faudrait idéalement que la réglementation aille appuyer un petit peu plus sur ces jeux-là. Voilà. Donc la CSRD, effectivement, à mon sens, un des bénéfices de la CSRD, c'est d'obliger les entreprises à se pencher sur leur chaîne de valeur. Alors en amont, on sait que la chaîne de valeur numérique est assez très impactante, mais aussi en aval, à se poser la question de, au final, quelle est la valeur qu'on crée, tout simplement, avec nos produits, avec nos services. Merci. Est-ce que
on s'arrête là? Non, on peut prendre quelques... Allez, bah, s'il y a quelques questions, je vois qu'il y a Bella. Oui, rebonjour. Une petite question ou remarque, je ne sais pas. Est-ce que vous pourriez me rassurer mon angoisse que j'ai ressentie dès le départ, dès que j'ai vu ça. Je suis ravie parce que je pense que ça peut être très constructif, évidemment, cette affaire-là. C'est quand même une usine à gaz un peu. Mais je suis absolument ravie qu'on s'intéresse à la chaîne d'approvisionnement et aux gens. Alors j'ai noté 3 points particuliers, notamment aux travailleurs, etc. Ce qui est en gros le sujet qui m'intéresse le plus. Mais est-ce que vous pourriez soulager mon angoisse en me disant que ça ne va pas faire la fortune de plein de vendeurs de pelles? Qui veut répondre? Donc, on laisse aux invités la libre interprétation des vendeurs de pelles. Je ne m'engage pas pour ni pour Bella ni pour Bon, je ne sais pas comment je vais apaiser tes interrogations, Bella, mais donc. Oui, forcément, qui dit réglementation dit émergence de nouvelles, parfois activités ou prestations de services. Hein, ça, c'est pas nouveau, mais plusieurs personnes ici ont dit, si vous devez vous lancer dans l'exercice, s'il vous plaît, questionnez-vous avec un prestataire qui connaît votre secteur d'activité, donc de se tourner vers ces personnes-là. Et si quand même ça va imposer à beaucoup d'entreprises, avant il n'y avait que 11 000 entreprises au niveau européen qui devaient rendre compte, et comme elles le souhaitaient, de donner là, ça va toucher 50 000. Et puis après ça va avoir au fur et à mesure des effets en plus rebonds. Donc voyons quand même le côté positif où ça va leur imposer des exercices qui ne s'étaient jamais imposés, de calculer, de comprendre, de questionner, de devoir rendre compte. Et en interne, en externe, il va y avoir plein de discussions, plein de gens autour de la table qui n'en ont eu jamais rien à faire ou qui ne sont pas sentis concernés par les sujets, qui vont devoir le faire collectivement. Donc il y a quand même vraiment derrière des vertus quand même, de mon point de vue, cet exercice. Une réaction et peut-être une dernière après, parce qu'on est généreux. Bonjour, moi je m'interroge sur à quel point finalement les entreprises vont considérer la matérialité numérique, parce que pour l'instant elles n'ont pas, les guides sectoriels, ou je sais pas comment ça va, les normes sectorielles sont pas encore sorties, et puis finalement voilà, on est entre nous, on est plutôt avertis sur ces sujets, mais voilà, à quel point elles vont prendre en compte cette matérialité. Alors c'est compliqué. Alors pour reprendre les termes de Paul, effectivement ça dépend beaucoup de la majorité des entreprises sur le sujet. On a effectivement des entreprises assez matures sur ces sujets-là qui connaissent leur chaîne de valeur, qui connaissent les impacts, qui sont dessus et qui prennent le sujet un petit peu au sérieux. Et puis inversement d'autres qui sont beaucoup moins matures, qui du coup voient la CSRD un peu plus comme un exercice de compliance pur et de cochage de cases pures, et qui du coup ont besoin de monter en compétence sur ces sujets-là. Je pense que la CSRD a un mérite, c'est aussi de forcer les entreprises à s'intéresser à certains sujets. Alors des fois elles le font avec plus ou moins d'ardeur et de précision, mais ça a le mérite au moins de faire rentrer certains sujets dans la conversation. Après je pense que la montée en compétence dans certains cas sera assez longue, donc il faut continuer à sensibiliser, former, faire de la pédagogie pour que ces sujets rentrent deviennent mainstream. Je peux compléter quand même. Moi, je prends ma casquette de directeur RSE. Les directeurs SI, tout le numérique responsable commence à être pas mal dans le viseur des directeurs RSE. Ce n'était pas le cas il y a très longtemps. Donc, comme c'est quand même à plus de 50% les directions RSE qui, à ce jour, portent la CSRD, parfois en copilotage avec la DAF, normalement, ils vont y être un peu quand même vigilants. Et sinon, en bout de chaîne, j'ai envie de dire, il y a quand même l'organisme de contrôle qui, s'il est compétent, doit vous challenger en disant mais à quel moment vous avez ignoré cette dimension-là, si vous avez digitaliser vos services, etc. Ou dans votre bilan carbone, on voit bien que ces activités ont une grande part. Et en bout de course, j'ai envie de dire, ça va être du pain béni, dans le sens, les associations, moi je compte sur ces leviers-là aussi, parce que ça va donner de l'information, de la transparence, pour se faire challenger. Les parties prenantes externes, je parle des ONG ou des associations, elles vont avoir ce travail nécessaire de questionner le fait qu'il n'y ait pas eu cette donnée-là ou de demander des éclairages. On va pouvoir vendre des pelles, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que une dernière réaction?
Non, merci toujours de contribuer à notre timing. Donc vraiment, alors je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, c'est le premier conférence. C'est franchement pas forcément parce que c'est chez nous, mais où j'apprends des choses sur la CSRD. J'en ai fait plein, je sais pas vous, mais enfin à chaque fois c'était un peu des visions très hautes et tout. Donc un grand merci de vos différentes interventions. Un grand merci Rémi pour l'animation très sympa. C'est maintenant la pause, mais juste avant, si vous les avez trouvés exceptionnels comme moi, même médiocres, vous pouvez les applaudir. Et donc c'est la pause. On fait une pause de 20-25 minutes. On la veut longue exprès pour qu'on puisse justement échanger, débattre, faire des rencontres. Donc voilà, je ferai le timekeeper aussi pendant la pause. Et à tout à l'heure.